Bonjour à tous, à toutes et à tous. Merci d'être là encore pour ce marathon, du marathon de notre projet Épistémologies africaines et afrodiasporiques, stratégie d'affranchissement intellectuel dans les aires géoculturelles contemporaines, dites francophones et lusophones. Donc nous avons vécu hier une première journée bien dense et très intéressante, portant sur une explication du projet et l'historique. Nous avons fait un petit bilan de ce qui était le projet. Une matinée aussi où nous avons pu avoir deux communications portant sur les leçons inaugurales, une de l'espace francophone et une autre de l'espace lusophone. Et nous avons continué l'après-midi par l'exposition, les présentations des axes de recherche thématiques des nouveaux collaborateurs de cette édition de 2025. Voilà, donc pour la programmation était dense, et donc pour cette matinée, nous avons dû faire une petite adaptation. Nous allons commencer par un bilan des travaux des JE, des journées d'études, de l'édition 2024 dans un premier temps, et donc dans un deuxième temps nous laisserons la place aux travaux des doctorants. Voilà, sans plus tarder, je vais partager avec vous donc le PowerPoint du projet, parce que j'avais fait quelque chose, élaborer quelque chose, en fait, des images pour animer un petit peu l'exposition de chaque JE. Hein. J'avais montré hier les journées inaugurales à l'Université de Bordeaux, monté en images, ce qui s'est tenu à la Maison du Sud. La journée également, la matinée doctorale à la MSH le lendemain, donc le 13 mars. Et je propose de continuer en fait ce cycle, hein, ou commencer en fait le cycle des JE par la journée d'études qui a eu lieu au Gabon, à l'université Omar Bongo de Libreville, hein, le 3 juin 2024, sous le titre « Les hétérotopies dans la littérature, les arts et les sociétés africaines », qui a été portée, donc organisée par monsieur Noël Bertrand Bounzangar. J'aimerais donc bien présenter mon collègue, mon cher collègue. Noël Bertrand Bounzangar, il est écrivain et enseignant-chercheur gabonais, spécialisé dans la littérature comparée, la littérature gabonaise et la littérature africaine. Il est maître de conférences à l'université Omar Bongo de Libreville, où il enseigne et mène des recherches sur les littératures africaines, les savoirs endogènes et les études postcoloniales. Noël est également un membre actif de plusieurs groupes de recherche et centres d'études, notamment le CELIG, Centre d'études de littérature gabonaise, et le CRELAF. Il participe activement à notre groupe, le groupe de recherche Épistémologies africaines et afrodiasporiques, où il contribue à des réflexions sur les stratégies d'affranchissement intellectuel dans les aires géoculturelles francophones et lusophones, ayant d'ailleurs participé aux 4 journées d'études de l'édition 2024. Donc c'est un véritable tour de force. Notre collègue est toujours présent, hein. Il répond toujours présent aux différents défis, c'est-à-dire proposer des travaux qui s'insèrent dans ces journées, dans les thématiques des journées d'études. Et je le remercie vivement. Il est l'auteur également, il est également écrivain, donc auteur du roman Le miroir des Toubabs, publié en 2008, Tamar et Koya, publié en 2022, et de laisser le Gabon une démocratie meurtrière, publié en 2016, entre autres. Donc Noël, je propose de venir nous rejoindre et de faire
un petit bilan de ta JE. Alors, donc, Libreville a normalement accueilli le 3 juin 2024 la deuxième journée de notre programme de recherche internationale. Et la thématique de cette journée, c'est comme il est écrit sur l'écran, voilà, c'était les hétérotopies dans la littérature, les arts et les sociétés africaines. La préoccupation de la thématique consistait à trouver des espaces non contaminés par la colonialité. Est-ce que dans le monde post-colonial et les réflexions post-coloniales, on pouvait trouver encore des objets, des choses, des temporalités, des symboles qui ne soient pas affectés par le rapport à l'histoire coloniale? Est-ce que les choses peuvent avoir une définition en soi sans systématiquement se rapporter à la colonie? On était à peu près 9 personnes à communiquer et les profils des intervenants étaient formidables parce que nous avons eu la chance d'accueillir des philosophes, des sociologues, des anthropologues, des critiques littéraires, que sais-je encore. Voilà, il y avait pratiquement tout le monde, donc c'était vraiment une vraie journée interdisciplinaire, transdisciplinaire, ouais, historien aussi d'ailleurs. Et on a aussi tenu à respecter d'ailleurs aussi la question des aires culturelles, puisque le projet porte sur les aires culturelles lusophones et francophones. Et donc là, on a eu effectivement au moins 3 communications qui portaient sur la question coloniale portugaise, mais également des communications sur les aires culturelles lusophones. Donc on a tenu le pari de respecter cela. Alors, au commencement de la journée, on a eu droit à une leçon inaugurale. Et la leçon inaugurale a été donnée par le professeur Joris Bertin Madébé. Sa question consistait à penser le monde par l'épicentre africain. Comment penser le monde par l'épicentre africain? Il est parti au moins du postulat qu'il faut, pour penser le monde au prisme de l'épicentre africain, se défaire au moins de 2 écueils. Le premier écueil, c'est ce qu'il a appelé le tribalisme épistémologique. Et le deuxième écueil, c'est le brutalisme épistémologique. Le tribalisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idée que, à un certain moment, l'Afrique croit pouvoir penser le monde en se référant exclusivement à ses propres narratifs du sens, excluant ainsi le reste du monde. Et dans le brutalisme épistémologique, il entend dire ceci, que jusqu'à présent, l'Occident a pensé le monde au prisme de l'en-soi, sans jamais considérer les autres. Donc ce que d'ailleurs Clément disait hier, à propos de « je pense donc je suis », qui n'a pas permis la rencontre de l'autre et n'a forgé la présence de l'autre qu'en l'incorporant. Donc il considère qu'il faut se départir de ces 2 obstacles épistémologiques, et à partir de ce moment, si on y arrive, on fait science. Et il a proposé une méthode d'analyse qu'il a appelée la socio-épistémologie. Voilà. C'est un sémioticien, et donc il a quadrillé son concept et son analyse à partir de la sémiotique. Après lui, je n'ai pas fait d'ordre, hein, je n'ai pas fait d'ordre, voilà. Mais après lui, il y a un collègue qui s'appelle Olivier Paga. Olivier Paga, qui est un philosophe et qui a proposé un sujet assez intéressant, c'est le monde des gens sans visage. Le monde des gens sans visage. Le monde des gens sans visage, ce sont ceux qui sont caractéristiques des violences, ou plutôt des pathologies sociales. Le terme de pathologie sociale, il l'emprunte à
à Adorno et Horkheimer, à l'école de Francfort. Et il dit, en recourant à, je pense, à Eboussi Boulaga, qu'au fond, ce qu'on appelle les bidonvilles, donc, qui sont donc des pathologies sociales dans le monde urbain de la colonialité, où il y a de la lumière, où il y a le goudron, où il y a les immeubles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Or, dans cet espace qui est la condition d'être du nègre post-colonial, il se rend compte qu'en réalité, il y a impossibilité dans ces zones de formation d'un discours subjectif. Et donc, les gens sont toujours susceptibles d'être effacés. C'est la raison pour laquelle ils appellent des gens sans visage, parce qu'ils ne sont pas capables de produire à la fois un discours de pouvoir, mais également un discours de subjectivité. Et donc, ce sont des gens qui n'existent pas dans le monde post-colonial, puisqu'ils sont victimes de la violence substantielle au monde post-colonial. Et effectivement, il prend un texte aussi d'ailleurs, il faut que je m'en souvienne, je pense de Balandier, Anthropologie des Brazzaville noirs. Anthropologie des Brazzaville noirs. Et il rappelle effectivement que la condition du noir dans les temps post-coloniaux, c'est la ville. Or, malheureusement, à l'intérieur de l'espace urbain, c'est-à-dire la ville, il y a encore des gens qui n'accèdent pas à cette ville et donc qui subissent la violence. Et cependant, il fait relever que, en dépit de leur mise à l'écart, il y a une forme de résilience dans ces ghettos. Donc une réinvention de soi par la confrontation à l'adversité. Voilà. Donc il y a une forme d'utopie qui est constitutive de l'hétérotopie. Ensuite, il y a eu des réflexions de Florence Bikoma, qui est anthropologue. Et alors c'est intéressant parce qu'elle, elle a montré quoi? Elle a montré que si on veut penser les hétérotopies dans les mondes africains d'aujourd'hui, on peut effectivement trouver des espaces qui, pour l'instant, ne sont pas tout à fait affectés par la colonialité. Elle a pris notamment les lieux religieux, spirituels, notamment le djembé, le bouti, qui sont des lieux d'éducation à la masculinité et à la féminité, et qui sont donc des lieux chargés d'un pouvoir symbolique, okay, de redéfinition ou plutôt de définition de ce que nous sommes en tant que, par exemple, hommes ou femmes et êtres sociaux. Et elle a considéré qu'effectivement là, il y avait des zones non encore contaminées par la colonialité. Et donc, imaginez un monde pas encore ou peu affecté par le rapport colonial est encore possible en dépit de l'omniprésence de la colonialité. Qui pense à l'omniprésence de la colonialité? Eh bien, c'est un sociologue, Placide Ondo. Alors, Placide Ondo dit formellement que quand bien même nous aurions à penser l'endogénéité est elle aussi un objet désormais post-colonial. Parce que lui, il voit l'ubiquité de la question coloniale. Et donc, on ne peut plus penser l'endogène en dehors du rapport au colonial. Il y a donc, d'une certaine manière, une nuance, une remise en cause, en tous les cas, du postulat initial. Parce que lui dit formellement, il est difficile de penser les mondes africains en dehors du rapport colonial. Et puis il y a eu des jolis procès contre justement l'eurocentrisme occidental. Et le premier procès est mené par Philippa Duarte. Philippa Duarte a travaillé sur l'invisibilisation de la littérature et des arts au Portugal. L'invisibilisation de la littérature et des arts lusophones africains, voilà, au Portugal. Et elle a pris deux cas. Elle a pris deux cas, les librairies et puis
et puis les arts en général. Qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré que le Portugal a pourtant été l'un des pays ayant eu un grand empire colonial, et cependant, dans le rapport à son histoire coloniale, il y a chaque fois une tentative ou des efforts d'invisibilisation de la présence de la littérature lusophone africaine au Portugal. Ainsi donc, dans les rayons des librairies, on ne voit pas la production littéraire lusophone au Portugal. Il en est aussi d'ailleurs de la production artistique en peinture notamment, où là aussi rien ne montre la présence d'artistes noirs, notamment de l'ère culturelle lusophone, dans le monde portugais. L'autre chose a été... Alors, là, c'est pas simplement... Là, ce n'est plus la question lusophone, mais plutôt la question diasporique. C'est Bénitien Bouchedi, qui est d'ailleurs un poète gabonais, qui a travaillé sur une écrivaine gabonaise, Charline Effa. Alors, Charline Effa est auteur de quatre romans, formidables 4 romans, et qui vit en France, et qui lui fait poser la question de l'habitation à l'étranger en vivant mentalement chez soi. Ainsi, il pose la question des frontières de l'habitation du monde. Qu'est-ce que ça veut dire vivre ailleurs? Qu'est-ce que ça veut dire vivre chez soi? Et il sonde la complexité d'une définition d'un espace justement qui serait une hétérotopie sans justement contamination. Et lui aussi, il essaie de montrer que la mondialisation et la globalisation ne permettent plus tout à fait de penser les mondes non contaminés par la présence de l'autre. Et s'il n'est pas question de regarder la présence de l'autre par le prisme du colonial, en tous les cas, l'autre est toujours présent en nous, d'une manière ou d'une autre, poursuivant ainsi d'ailleurs les théories de Achille Mbembe à propos des métropolitains. Ensuite, Soraya Lani est revenu sur la possibilité de penser aussi ces lieux presque utopiques qu'on appelle les hétérotopies épistémiques par le prisme de deux auteurs, Ondjaki et Agualusa, hein, donc 2 romans, en l'occurrence Les Transparentes, c'est Ondjaki, et puis la théorie générale de l'oubli de Agualusa. Alors, il y a eu chez elle à la fois une connexion entre l'histoire et l'intimité par le biais de la figure des personnages de l'enfant migrant. L'enfant migrant qui, lui, est affecté par les bouleversements liés à l'histoire, alors elle n'est pas tout à fait contemporaine, mais relativement contemporaine, puisqu'il s'agit des guerres, et les guerres qui enfantent les enfants soldats, hein, les enfants prostitués, et qui, en dépit de cela, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que je parle d'intimité des personnages, puisque c'est par le rêve que les personnages imaginent justement des espaces propres, à partir desquels ils peuvent se réinventer, à partir desquels ils peuvent penser l'avenir. Donc là aussi, il y a une forme de résistance à la dystopie ambiante que génère la guerre. Et puis enfin, il y a eu moi-même qui ai travaillé sur Raponda Walker et le conte. Raponda Walker et le conte, mon hypothèse était que dans toute la littérature africaine contaminée par le rapport colonial, on pouvait émettre l'hypothèse selon laquelle le conte a encore quelques ferments d'endogénéité, à partir desquels, effectivement, on peut penser la possibilité de l'en soi. Alors, sauf que Raponda Walker est un métis. Il est né d'une femme noire et d'un missionnaire, je pense, ou un explorateur anglais. Et ensuite, il est chrétien.
donc doublement lui-même affecté par la colonialité. Et il fait les contes, les contes de Raponda Walker qui sont très connus, qui sont très étudiés. Et Raponda Walker, une grande contribution à la science au Gabon, c'est une figure incontournable de la culture de la science au Gabon. Alors, à partir donc de sa double appartenance raciale et également de sa culture religieuse, est-il possible qu'il eût fait des contes sans considération chrétienne et ensuite coloniale? Alors, comme Karl Jasper l'a dit, les questions sont beaucoup plus importantes que les réponses. Il n'y a pas donc eu de réponse. On est demeuré dans la question, en tous les cas dans le soupçon, qu'il était difficile pour quelqu'un qui était chrétien, métis, voilà, quand bien même il fut gabonais, il était difficile que dans le conte, il n'y ait pas au moins la morale chrétienne. Et quelqu'un d'ailleurs avait proposé dans les discussions qu'il fallait poursuivre la recherche pour pouvoir démontrer s'il y a au moins un petit écart entre le christianisme et les contes qu'il a recueillis. Donc voici ramassées les quelques inflexions intellectuelles qui ont fait l'objet de nos discussions à Libreville. Comme je l'ai dit, alors on est dans les résistances épistémologiques, dans les aires culturelles francophones et lusophones. Et la journée de Libreville a fait l'effort de rester collée à la problématique du projet. Est-ce qu'elle l'a fait avec succès? Je ne sais pas, mais en tous les cas, la science ne finit pas puisqu'elle est l'itération du questionnement. D'accord? Donc je vous remercie. J'espère vous avoir donné assez d'éléments sur ce qu'il s'est passé à Libreville. Voilà tout. Merci Noël. Bon, merci Noël pour s'exposer. Non, tu peux rester. Non, reste ici à mon côté. Je voulais juste, donc merci beaucoup pour s'exposer très détaillé et réfléchi sur toutes les communications. Hein. Ce n'est pas juste un rapport. Je pense que les collègues ont pu bien saisir la portée de chaque communication. Et ici, je voulais juste encore, en continuant poursuivant en fait cette journée d'études au Gabon, il y a eu donc, après la journée d'études, une rencontre. Nous avons pu rencontrer, et surtout moi, parce que Noël connaissait l'artiste en question, qui s'appelle Georges Mbourou. Hein. Donc j'ai pu aller aussi à son atelier et découvrir davantage ses œuvres. Hein. Des œuvres qui sont vraiment magnifiques, où il mélange le traditionnel africain avec une espèce de symbolisme. Hein. Donc, c'était une rencontre très émouvante, surtout parce que, comme vous pouvez voir, il est décédé très peu de temps après. Hein. Il était décédé très peu de temps après. Donc, c'est voilà, une rencontre après, comment on vous dit, oui, émouvante parce que voilà, il se trouvait déjà dans cette condition déjà assez il était malade, très fragile et en même temps, on voit quelqu'un qui... je voyais vraiment en lui quelqu'un qui avait envie de se battre et qui... Plus que ça, voilà, et qui tenait vraiment à la vie, tenait vraiment à continuer pour pouvoir produire. Hein, c'est ça, Noël. J'ai donc choisi ici, vous voyez, en plus d'être artiste peintre, qui voilà, a une réelle importance pour nous puisque on va dire que notre logo ou notre charte graphique et visuelle ici, hein, qui porte en fait, hein, qui porte le projet, est l'un de ces tableaux. Le tableau appelé Les Masques, hein, qui a été produit en 2015. Donc on a demandé bien sûr son autorisation, j'ai encore redemandé aussi de vive voix, il nous a accordé et c'est le logo qui va porter en fait, continuer de porter ce projet, également en hommage à lui. Hein. Donc voilà, j'ai choisi en plus d'être en tant qu'artiste peintre, il était également poète, poète, et donc j'ai choisi ici quelques extraits, un petit extrait
qui est très parlant aussi de sa façon de voir la vie et l'art. Vivre son temps, imaginer, concevoir et réaliser des œuvres pour un monde dont l'éternelle philosophie demeure dans la culture de l'excellence, conduisent naturellement l'homme vers le bonheur intérieur d'une vie accomplie. Réfléchir, construire et organiser harmonieusement sa vie dans l'extraordinaire créativité pour la réalisation des rêves. Ce que je pense est en adéquation avec ce que je dis. Je le fais au temps programmé, donc de 100 ans sur Terre. Voilà. Je voulais finir donc la journée de doctorant. Un commentaire aussi. Oui, il travaillait sur la notation chromatique des notes musicales. C'était vraiment, c'était son dernier projet qui était gigantesque et chaque fois que je l'ai vu, je me retrouvais chaque fois comme un élève parce que la densité de ses connaissances était telle. Mais je dis, mais je ne peux pas emmagasiner tout ça. En plus, c'est des domaines que je ne connaissais pas. Je ne connais pas la peinture, je ne connais pas non plus le domaine de la musique, ni le domaine des couleurs, la chromatique. Et lui, il était donc en train de travailler sur la correspondance entre la notation musicale et les couleurs. C'était vraiment formidable. Bon, et il avait encore beaucoup de projets. Oui, tellement de projets. On a regardé, on est resté un moment dans son atelier. Et puis, en août, on a fait un message pour dire qu'il était mort. Il avait un cancer de la gorge. Donc, d'ailleurs, le jour où on s'est retrouvés là, il avait toutes les peines du monde à s'exprimer. Mais en même temps, il tenait à avoir ce raya. Puisque à distance, il s'était déjà parlé, on faisait des appels WhatsApp, et donc il avait souhaité, comme elle aussi, voilà, la rencontrer. Et donc c'est ce que nous avons fait. Il a été très 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 heureux, très heureux. Et ça a été le rendez-vous à ne pas manquer, et nous n'avons pas manqué. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Noël. Ok, merci beaucoup. Merci. Poursuivons donc l'ordre chronologique, on va dire, des jeux. Donc, je demanderai à ma chère collègue Luana Antunes de venir. Je présenterai brièvement Luana Antunes. Donc, Luana Antunes est maître de conférence à l'Université de l'intégration internationale de la lusophonie afro-brésilienne, à l'UNILAB. Notre chère Luana est également partie prenante du corps d'enseignants et de chercheurs rattachés à cette université, à l'UNILAB. Elle est par ailleurs coordinatrice du groupe de recherche intitulé Sur le corps féminin, littérature africaine et afro-brésilienne, militante du féminisme noir brésilien et autrice de l'ouvrage Pelas Águas Mestiças, da história, uma leitura de O Outro Pé da Sereia, de Mia Couto, paru en 2010 aux éditions de l'Université fédérale fluminense de Rio de Janeiro. Voilà, avec Luana, donc, nous avons réalisé cette journée d'études du 4 septembre en co-organisation, n'est-ce pas, en co-organisation avec le collègue Paca Massanga, donc de l'INSET de Cabinda. Donc c'était sur 2 jours, le 4 et le 5, puisqu'il y a eu exactement l'accueil, l'hébergement de la journée de Paca Massanga à l'UNILAB. Donc nous avions ici une programmation dense également. Nos collègues, certains collègues de notre groupe noyau, se sont également greffés au projet et ont pu faire des communications à distance, n'est-ce pas? Et Luana expliquera cela davantage. Juste montrer en fait les affiches, le programme. Et je te donne, Luana, je te passe la parole. Et bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre présence. Et merci aussi à Soraya, qui avec beaucoup d'attention, de la joie, qui a organisé tout ça. Merci. Et bon, je vais vous présenter, je vais lire, parce que j'ai écrit un texte un peu plus long. Mais je voudrais vous présenter un peu sur l'UNILAB, parce que c'est une université fédérale brésilienne, mais aussi une université internationale. Elle est un peu différente de la plupart des universités publiques au Brésil, parce qu'elle était d'abord
penser, imaginer comme un rêve panafricaniste en 2001 à la conférence de Durban. Je ne sais pas si vous... Oui. Donc, il y avait dans ces moments au Brésil un changement du pouvoir. C'était tous les débuts comme on dit, de la présence du gouvernement de là, de la présence d'un gouvernement de gauche. Et plus que ça, à partir d'un engagement des mouvements sociaux noirs, comme une espèce de grand conseil pour les gouvernements au niveau de notre idée sur l'éducation nationale au Brésil. Ça, c'est très important. Parce que ce n'est pas évident, mais l'université publique au Brésil, l'université où, quand j'ai étudié en 2005, 2004, au début des années 2000, c'était des universités où la présence de la population noire, c'était presque invisible. Et donc ça, il faut dire toujours, parce que quand nous sommes en France, on pense que ah oui, la plupart de la population brésilienne elle est noire, mais afro-brésilienne. Il y a aussi la population des peuples originels, mais c'est une population qui, c'est très très récent qu'elle commence à avoir d'espace à la formation au niveau des études supérieures à l'université. Donc c'est très important. Donc, l'importance d'avoir une université comme UNILAB, c'est une importance vitale pour les pays, en fait, pour la plupart de la population. Parce que l'université UNILAB, elle établit depuis ses premiers documents d'installation de l'université. Donc, elle a créé une relation de coopération avec les pays africains, surtout lusophones. Les pays de la communauté des pays de langue portugaise, donc la CPLP. Donc il y a toujours ces rapports avec cette entité internationale. Et aussi les pays asiatiques comme Timor-Leste. Timor oriental. Oriental. Timor oriental. On dit comme ça en français. Ouais. Donc, et en plus, il y a toujours ce côté de la réparation historique qu'il faut dire. Et aujourd'hui au Brésil, c'est cette idée de créer des politiques dans tous les niveaux pour la réparation historique par rapport aux continents africains, c'est quelque chose très, très présent, même au discours au ministère de l'Éducation, même au ministère des relations, comment on dit ça, c'est des relations politiques, des politiques affirmatives. Des politiques affirmatives pour l'éducation, on dit ça? Des actions affirmatives. Des actions affirmatives. Des actions affirmatives. Donc on a toujours cette idée de réparation historique, ça c'est très important, c'est différent du côté, cette vision politique d'affirmation positive. Politique d'affirmation positive. On établit des rapports avec les continents africains pour sauver la population de la pauvreté. C'est pas ça, c'est pas du tout. C'est justement la reconnaissance que nous, comme un pays, on vient en fait de l'Afrique. Donc et on doit bien sûr reconnaître cette relation historique et ancestrale. C'est un autre rapport de relation. Voilà. Et donc, c'est à partir de ces terrains de UNILAB qui c'est tellement pluriel, parce qu'on a des étudiants issus des continents africains qui sont venus pour étudier à UNILAB, c'est presque la plupart des étudiants. Et il y a une partie aussi des étudiants des peuples originaires du Brésil, parce que là, nous sommes... il y a un campus au Ceará, c'est la région du Nord-Est. Il y a un autre campus aussi à Bahia, à l'intérieur, à São Francisco do Conde. Donc, ce sont des régions où la plupart, mais une grande partie de la population, elles sont issues de communautés, soit de la campagne ou de la communauté quilombola, qui
Hier, on a parlé un peu sur le marronnage, peuple... le marronnage, l'issue du marronnage. Oui, on va... parce que c'est pas la même chose, en fait. Hier, je voudrais juste faire une différence, mais c'est pas la même chose. Parce que quand on dit marronnage, on va les passer. On pense au passé, tu vois. Mais les sociétés quilombola, elles existent. Elles sont là-bas. Ma maman est grandie dans une société quilombola. Moi, je garde toutes ces mémoires. Donc, c'est quelque chose du présent. Ça revient aux sociétés, comme on va dire, les sociétés du marronnage, mais les sociétés quilombola, elles sont encore placées dans toutes ces régions des anciennes sociétés du marronnage. Donc, c'est quelque chose au présent, parce que ce n'est pas une histoire du passé. C'est les passés qui continuent au présent. Donc, on pourrait dire que c'est des dans nos corps. Communautés rémanescentes issues du marronnage. Oui, parce que c'est vraiment, c'est au présent, ça existe. Mes étudiants, ils sont venus des montagnes où leurs communautés, elles sont là-bas, elles sont placées là-bas. Voilà. Et aussi, les communautés aussi, les étudiants qui sont venus des villes comme de Salvador, par rapport à São Francisco do Conde, mais aussi de Fortaleza par rapport à Unilab, là où nous sommes installés, et surtout de la banlieue. Donc c'est tout un mix, un mélange des groupes pluriculturels, c'est d'identité raciale, ethno-raciale différentes. Vraiment, c'est les troisième espaces de Romy Baba. Je vois toujours comme ça l'institution où je travaille. Et donc, poser cette question, la question qui déclenche la journée, les femmes et pouvoir dans les territoires de l'Afrique globale, pour nous, c'était quelque chose d'important parce qu'on vit ça dans l'université. Surtout parce que la plupart des professeurs qui travaillent sur l'Afrique à Unilab, elles sont des femmes, sont nous en fait. Donc ce sont nous, les femmes, qui travaillent plus sur l'Afrique dans cette université. Et on a beaucoup de questions par rapport à ça. Et la première question aussi qu'on posait, c'est à chaque fois, depuis la création de l'université, on voit toujours qu'il y a plus d'étudiants, des garçons qui sont venus de l'Afrique pour étudier là-bas. Et en même temps, à chaque fois, il y a moins de femmes, il y a moins de filles qui sont venues. Donc on pose des questions sur ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est la question, pour nous, la question du pouvoir, c'est quelque chose de très important parce que on a quels sont les pouvoirs qu'on a, ou quels sont les enjeux que les pouvoirs ils nous imposent. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Okay. Oui. Donc, c'est une question pour nous qui est très importante. Et là, on a proposé cette réflexion. Et à partir aussi d'un point de vue, la proposition, c'était une rencontre, la construction d'une rencontre entre chercheurs, chercheuses, enseignants, enseignantes, mais aussi des militants, militantes. Parce que là-bas, comme Soraya m'a dit, moi je suis militante, mais bon, Unilab, elle est née à partir du mouvement social. Et là-bas, ce n'est pas du tout séparé. Je sais qu'en France, parfois, il y a ces côtés, ah, c'était militant, tu n'es pas professeur, mais là, non, ce n'est pas du tout ça. Nous sommes des militantes. On a surtout les femmes hein, surtout les femmes noires, parce que nous sommes les perles rares dans cet espace de pouvoir. Donc, nous sommes venus, la plupart de la banlieue. Et avant d'arriver à l'université, on a déjà fait tous les pas de la construction du mouvement social. Donc, ce sont des choses qui s'accrochent, qui sont interliées. On ne sépare pas ça. D'accord? Et donc, on pense toujours à toutes ces matrices de domination, par rapport aussi, pour penser à Patricia Hill Collins, qui nous parle sur l'organisation sociale générale, et là je la cite, dans laquelle les oppressions intersectionnelles prennent naissance, se développent et sont insérées.
du coup, l'idée toujours de cette proposition, c'est nous lancer à l'écoute des voix et des pensées des femmes, et surtout celles appartenant à des groupes directement affectés par ces matrices de domination. Les femmes, qu'on va dire les subalternes, les femmes du tiers-monde, les femmes racialisées, les femmes vivant en diaspora, dont les agentivités ont également contribué à la construction des territoires des savoirs de l'Afrique globale. Et les travaux scientifiques présentés alors ont mis au centre du débat cette conception d'un réseau épistémique créé par des femmes issues de ces territoires, mettant en lumière la circulation des idées, les savoirs scientifiques et artistiques produits par des françaises, écrivaines, artistes et militantes, comme des contributions à la décolonisation des imaginaires et à la création et à la mise en œuvre des politiques de futur. On parle toujours sur ça, à partir de nos inquiétations, comme des chercheurs aussi. Et hier, on a parlé un peu sur la question des données, comment transformer, par exemple, les études africaines à question de données et tout. Et on pèse toujours sur la question de nos existences. Notre existence, dans ces mondes où nous sommes toujours les perles rares dans cet espace de pouvoir institutionnel, et si on pense aussi cette matrice de domination intersectionnelle. Et bon, je vais parler un peu sur les travaux qui sont présentés. On commence par les travaux de l'historienne Natalia Cabanillas, qui travaille. En fait, on a un groupe de chercheuses, on travaille beaucoup ensemble, et entre l'Institut de littérature et langage et littérature, où je travaille, et l'Institut des humanités. Donc là, je vais parler un peu sur ces réseaux-là. Natalia Cabanillas, par exemple, qui a présenté le travail Genre et féminisme dans l'Afrique globale, action affirmative de recherche, et elle montre un peu les résultats de son projet de recherche en réseau. C'est un projet de recherche qu'elle a créé avec les étudiantes africaines, surtout de Guinée-Bissau et Angola. Et sont elles les étudiantes qui développent la recherche sur terrain. Et donc, elle propose, les projets, il propose 3 axes d'investigation et de méthodologie ancrés dans la perspective intersectionnelle, en tenant compte de l'espace pluriculturel et plurilinguistique de l'UNILAB, les conditions de production des connaissances à partir de l'UNILAB et des territoires géoculturels de la région nord-est du Brésil, parce qu'il y a des particularités entre nous qui sommes cette région-là du nord-est et la région du sud-est, sud du Brésil. Il faut marquer que cette région du sud-est, sud, ce sont des régions plus riches, historiquement plus riches, du point de vue de la circulation de la monnaie. Donc la région du nord-est, et surtout si on pense au Ceará, c'est une région qui souffre beaucoup par rapport à la sécheresse. Donc il y a toujours cette complication climatique aussi. Il y a des différences. L'argent, c'est le pouvoir aussi. Donc, elle ne nous touche pas beaucoup dans cette région du Nord-Est. Donc, il faut montrer cette différence. Et bon, un deuxième thème, c'est l'agence et les modalités par lesquelles les femmes de l'Afrique globale construisent des espaces d'agentivité, des initiatives historiques, des processus de statut dans leur communauté d'origine ou d'appartenance, les formes de violence infligées aux femmes dans ces territoires de l'Afrique globale et les formes de lutte et d'activisme, les formes de combat et d'activisme produites par ces sujets en réponse aux violences systémiques. On parle beaucoup sur ces sujets. Je pense que tous
presque toutes les présentations, ils vont montrer un peu sur ces thèmes. Et il y a du côté aussi de l'administration publique, de sciences sociales appliquées, les travaux proposés par la professeure capverdienne Rosalina Semedo Tavares, intitulé Femmes et pouvoir au Cap-Vert, défis et perspectives. Rosalina, elle est immigrée au Brésil, elle a fait ses études au Brésil, du master, du doctorat, donc il y a des années qu'elle habite là-bas. Et quand je l'ai proposé de participer à ces groupes, depuis le début, elle me disait, je vais parler d'un truc, pour moi, c'est quelque chose de très dur de penser, parce que Cap-Vert, c'est un archipel où les femmes, elles font le maintien de la vie de la population. Parce qu'il y a l'immigration et les sujets qui migrent, la plupart, ce sont des hommes. Donc, il y a, mais au point de vue du pouvoir institutionnel, au niveau de la politique institutionnelle, elles sont où les femmes. Donc, sous-représentées. Voilà. Donc, c'est une question qui nous, au Brésil, on nous pose aussi. Si nous sommes la plupart, nous, les femmes noires brésiliennes, nous sommes la plupart de la population au Brésil. Mais au niveau de la politique institutionnelle, il y a combien de femmes noires enfin, représentées où nous sommes dans cette histoire de pouvoir institutionnel? Donc c'est une question qu'on pose aussi à d'autres espaces de la vie globale. Voilà. Et, bon, et là, c'est Petit Mom, le travail de Petit Mom. Petit Mom, elle était notre étudiante. Oui, qui apparaît là. Hein, elle est venue de Guinée-Bissau. Je me rappelle quand j'arrive en Irlande en 2016. Je l'ai connue et aujourd'hui, elle est enseignante. Elle a eu le poste en anthropologue. C'est une anthropologue. Et une anthropologue, elle est de Guinée-Bissau, elle est féministe, elle est journaliste. Et pour les filles, je pense que c'est pour les filles qui arrivent. C'est tellement important d'avoir cette femme comme une professeure à l'université. C'est tellement important. C'est l'utopie présente, incarnée, au présent. Réalisée. Oui. Exactement. Et voilà, et elle présente son texte qui vient en fait de son master, Femmes et leur Mandjuandadi. Elle parle sur les groupes des Mindja, qui sont un type d'association traditionnelle de femmes en Guinée-Bissau. Et elle parle sur ce type de pouvoir, ce type de réseau qui est construit par des femmes, les Mindja. Visualité et les visualités entre les sonores et les visuels de Mbabok, qui c'est aussi la région, c'est sur la région de Cacheu, à Cachungo, à Bissau. Et voilà. Andrea Muraro, on travaille beaucoup ensemble parce qu'elle est professeure de littérature africaine. Qu'on voit sur la photo. Oui. Et, derrière l'ordinateur. Oui, Andrea, elle a présenté un travail, une approche comparative du journal Mes Trois Amours, de Carmen Pereira. Une autrice, pas simplement une autrice, c'était une femme du combat pour la révolution au Cap-Vert, pour les indépendances au Cap-Vert. Donc, sa mémoire était presque, je ne sais pas si d'ailleurs tu as déjà entendu parler de Carmen, parce que sa mémoire était un peu, cachée à partir de la construction de l'écriture de l'histoire officielle de Guinée-Bissau. Et du coup, André, elle propose, justement, elle prend les journaux de Carmen et elle propose une lecture comparative par rapport aux textes, la fiction, mémoires sománticas, je ne sais pas comment on pourrait traduire, des mémoires somantiques, je ne sais pas, d'Abdoulaye Sylla. Oui, c'est un roman d'Abdoulaye Sylla,
auteur guinéen. Ok. Oui. Et tous les deux œuvres, des ouvrages sont publiés en 2016 en Guinée-Bissau. Et les travaux de Andrea, littérature et témoignage en Guinée-Bissau, proposent une investigation aussi chez les archives qui sont disponibles. Là, j'ai trouvé très intéressant ce travail. Parce qu'elle a montré les archives qui sont disponibles virtuellement et la diffusion des archives, comment ces archives ils sont diffusées, comment ils sont traités pour la diffusion. Ça, c'est très important aussi. Et l'accès public aux archives, à des biographies, aux journaux, aux lettres, et tous les documents dans les dernières 20 années. On arrive alors dans l'espace politique et culturel avec le travail d'El Hadi, voilà, El Hadi Maomo Inblay. Pardon si je ne sais pas bien français, mais je fais mes efforts. Titré Seito Ouima, quel jour pour célébrer la femme sénégalaise. Une proposition très intéressante parce que son texte aborde la signification symbolique et historique de l'adoption comme l'agenda des organisations hégémoniques et occidentales comme l'ONU. Donc l'adoption du 7 mars comme journée internationale des femmes et l'effacement du 7 mars 1820. Événement qui marque l'événement historique au Sénégal et dans d'autres contextes socio-africains, comme les Talataïda. Donc c'est très intéressant et même au Brésil, c'est pour nous entendre cette autre histoire, ça nous pose des questions aussi sur cette espèce de colonisation de l'histoire, de notre histoire, voilà. Et bon, Mylène, ma chère collègue Mylène a présenté aussi dans les domaines de littérature francophone. Là, c'est l'espace culturel sénégalais, mais du côté des études littéraires. Elle a proposé une lecture à partir de son texte « Corps et mémoire contaminés dans une si longue lettre » de Mariama Ba. Elle nous a proposé, à partir d'une lecture poétique et philosophique, une lecture des personnages féminins du roman, Assaitou et Ramatoulaye, de la complexité des relations familiales et des normes sociales, des tensions entre les univers privés et publics, vécues par les femmes sénégalaises représentées dans l'œuvre. Et ce que je trouvais que ça m'a beaucoup touchée, c'est que vous nous présentez aussi cette image de l'autrice, aussi comme une intellectuelle, une militante. C'est pas l'autrice qui a fait un texte éloigné de son combat. Je me rappelle bien que cette image de Mariama Ba comme une femme, comme nous en fait, et ça est précurseur aussi des féminismes africains. Ça, c'est une autre histoire au Brésil. Quand on parle du féminisme africain, les gens vont ah, mais est-ce qu'en Afrique il y a aussi du féminisme? C'est toujours beaucoup de questions sur ces thèmes. Mais là, cette image de Mariama Ba que vous nous avez montrée, c'est très, très touchant et très actuel sur les combats de nous aujourd'hui. Voilà. Soraya Lani, elle nous a présenté un travail intitulé À la recherche de soi, l'entre-lieu du récit afropéen de Sali Diop. Voilà, non, j'ai pas mis, oui. Le public, j'ai mis le public. J'ai mis le public, voilà. Et très intéressant parce que c'est... Bon, d'ailleurs, on ne connaît pas beaucoup au Brésil ce type de littérature. La littérature
elle est actuelle, elle est contemporaine et en plus c'est une écrivaine sénégalaise mais aussi afropéenne. C'est ça. Et même les concepts afropéens, c'est un concept que au Brésil, on commence à parler, mais ce n'est pas un concept qui Raciné. on parle plus à l'université. Et son travail, Soraya, elle analyse la construction d'une voix autorale, on dit ça? De la voix autorale, la voix de l'auteur. Autobiographique qui dévoile les instituts des processus de violence symbolique et physique sur le corps féminin, en considérant également les corps psychiques, la psyché, c'est ça qui est... Ouais. Comment on dit? Psyché. 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 C'est difficile. La psyché, oui. L'âme de la femme qui raconte son histoire. Et ça me fait penser beaucoup aux travaux qu'on développe le groupe de recherche. Parce qu'on parle surtout... Avec Marie-Thérèse sur toutes les complexités de ce corps féminin. Voilà. Les corps physiques, les corps émotionnels, l'âme. Voilà. Le psychique. Oui, c'est très, très intéressant. Noël Bertrand-Boudzanga, nous a présenté les textes, l'article chanté comme en danse, la vie au féminin dans les romans de Charline Effa. Et son analyse se concentre sur l'œuvre La danse des Pilar, qui a été publiée en 2018, en observant la construction des personnages masculins et féminins, notamment Pilar, la protagoniste, dans ses variations d'antagonistes au fil du récit. Voilà. Et les interrogations autour des significations des images de la femme à travers la notion marxiste de valeur et les propositions théoriques de Joseph Tonda en concernant la saturation des images et des pouvoirs dans les contextes sociaux historiques africains. Le professeur Sylvain Vandobari, il nous a présenté son article Contre littérature et politique de la différence, réflexion à partir de la construction des identités littéraires dans les littératures francophones de l'Afrique. Il nous ouvre un riche panorama théorique et critique sur les relations entre ces littératures en tant qu'elles représentent de manière critique les quotidiens et un champ divers des pouvoirs institués, qu'ils soient coloniaux ou post-coloniaux. Sa lecture met en lumière la pensée d'une gamme on dit ça, pardon, parce que parfois je mélange le portugais, d'un groupe, d'un panel d'intellectuels africains, tels que comme Joseph Tonda, Achille Mbembe, qui cherche à interroger les instituts de pouvoir en place sur le continent africain, mais aussi en tenant compte des espaces géoculturels et politiques transnationaux saturés des discours et d'images. Quelqu'un qui me parle. C'est à nous? Non. Problème d'interférence. Je crois que c'est Juliane. C'était Juliane. Couper le son de Juliane, c'est ça? C'est Juliane. Oui. Bon, et là, je finis justement. L'ensemble des travaux renforce les lignes d'une relation dans l'instance poétique et politique proposée par Édouard Glissant, tissée au fil de l'histoire entre les sujets africains et leurs descendants, qui ont construit les espaces mouvants et divers de l'Afrique globale avec les femmes au centre du débat. Au-delà du point de vue relationnel, transnational et en même temps endogène qui soutient la trame des articles, nous soulignons l'engagement des chercheurs, des chercheuses qui ont choisi de lire, interpréter et définir les sens et des conceptions plurielles du pouvoir, sans négliger les particularités, les détails de leur lieu culturel, la poétique et la politique de la vie des sujets et des sociétés convoqués dans leurs travaux, à partir desquels se construit les regards critiques et se transforme la pensée en nation.
là, je pense toujours que nous sommes parfois très doutrinés par la pensée eurocentrée à nous éloigner de la recherche. Et à Unilab, grâce à Unilab, je pense qu'on pense toujours le contraire. Il faut dire pourquoi nous sommes là, il faut dire pourquoi on fait des choix, toujours, on fait des choix tout le temps dans la vie. Donc pourquoi je vais choisir de travailler, d'étudier ces thèmes, de passer 10 ans de ma vie en train de penser sur ces thèmes, comme une perspective aussi d'un regard individuel, mais aussi attaché à un regard communautaire, à une communauté, à nos communautés, voilà. Oui. Et voilà. Merci beaucoup, Merci. ma chère Luana. Joaquim Pacamassanga est maître de conférence à l'Institut supérieur de sciences de l'éducation de Cabinda, au département d'enseignement et de recherche en histoire. Il est donc juriste et avocat stagiaire au cabinet même. Il a obtenu son titre de docteur en histoire à l'Université fédérale de Santa Catarina, au Brésil. Il a occupé entre 2016 et 2022 les postes de responsable de publication et d'image à la Cité Cabinda, ainsi que celui de chef du département de la recherche scientifique, de l'entrepreneuriat, de l'innovation et des études post-universitaires. Il est actuellement vice-président des affaires scientifiques et des études post-universitaires de la Cité Cabinda. Il a de l'expérience dans les domaines de l'éducation, de l'histoire et sciences juridiques, plus particulièrement dans l'enseignement de l'histoire e do droit. Então é isso, eu fiz uma breve apresentação e passo a palavra para o professor. Explicar então, falar sobre essa bela jornada também, coorganizada, né? A jornada de estudos então, sobre o decolonial na Universidade Unilab. Sim. Ok. Como ia dizendo, começamos por agradecer à professora Soraya como coordenadora geral, que tem permitido esse diálogo e essa ponte entre as diversas instituições do ensino superior, acima de tudo por esse diálogo sul-sul que chega ao norte global. Daí que na nossa proposta de mesa redonda, e do qual agradecemos à professora Luana Antunes, a partir da Unilab, pelo suporte técnico e que permitiu com que o evento pudesse ocorrer. A nossa proposta, por uma perspectiva africana de conhecimentos e saberes pós e decolonial de pesquisa, formação de professores e ensino. Este simpósio, que estava atrelado ao projeto Epistemologias Africanas e Afrodiaspóricas, traz uma perspectiva pensada a partir da ideia do que é necessário remoer o passado, já que desejamos ser donos do nosso destino, dominar o presente e construir um futuro onde os africanos se revejam cada vez mais na escrita da sua própria história. A África se manifesta nas suas relações atuais com a Europa. Neste sentido, faz-se necessário o estágio atual, a assunção de um pensamento pós e decolonial que pense e se reveja na finalidade de formar homens e intelectuais negro-africanos capazes de assumir o desenvolvimento e o rumo de seus países africanos e da África no geral, para deixar de subalternizar-se e romper dessa matriz modernidade-colonialidade que nos infligem através de um conjunto de violências. Aí a professora pode... Eu faço uma parte. Peut-être que je ferai un petit résumé à la fin, parce que nous sommes très en retard, estamos muito atrasados em relação à programação. Tá bem? Faça um resumo no final. Tá bem? Pode continuar falando. Ok. Neste simpósio tivemos diversas intervenções que permeabilizaram esse diálogo epistemológico centrado nas relações Sul-Sul. Pretendemos,
Por isso, pretendíamos, na altura da realização do nosso evento, potencializar como meta esta parcela da população que foi desumanizada, objetivada pelos processos da modernidade colonial europeia. Com isto, se pode afirmar que é a altura de se fazer uma outra leitura da história. Devemos a verdade às gerações futuras. Assim, no simpósio, tivemos as preleções dos professores Carlos Gime com O Negro Pensa com Lógica ou com Emoção. Refletindo sobre os efeitos coloniais do mito de Golem, o professor Carlos Gime nos apresentou uma reflexão provocada pela atualidade da afirmação feita por Leopold Sédar Senghor, como o havia dito, em outras palavras, a ideia veiculada de que a inteligência é grega, ou dos gregos, dos brancos, e a emoção dos negros. Como corolário, ainda hoje muitas pessoas continuam a pensar e a acreditar que Senghor tinha razão. Entre os acadêmicos negro-africanos, parece ter aumentado significativamente dentro do continente, afirma o professor Carlos Gime, questionando ser essa metáfora científica ou verdadeira. Em segundo argumento, ele apresenta que o argumento é falso. Por isso, em suas ideias mestras, partindo da tese que defende a emotividade e a pouca ou nula racionalidade do negro e sua origem ou seus efeitos perversos, reais e visíveis para a posterioridade o desconstruir. Fê-lo nessa perspectiva de desconstruir este mito que muitas das vezes toma o ser do intelectual negro-africano. Na segunda fala, que foi apresentada pelo professor Francisco Antônio Macongo Chocolate, na sua abordagem sobre políticas públicas de formação de professores em Angola, realidades e contornos na perspectiva decolonial, fê-lo a partir de um texto teórico reflexivo onde se apresenta ou se apresentou a compreensão da política de formação de professores em Angola, na ótica dos estudos decoloniais, tendo em conta suas realidades e contornos. Em sua pesquisa documental, voltou sua análise a documentos legais, textos e trabalhos que espelham, por um lado, sobre a política de formação de professores em Angola e, por outro, escritos relacionados com os estudos decoloniais. Observou que os normativos seguem prescrições sustentadas em orientações eurocêntricas que vão em prol da ideologia dos governantes que, sobre a lógica economicista, coadunam com os interesses internacionais, pondo de parte a realidade multicultural do país. E, como consequência, estas ações se reverberam na baixa qualidade que o sistema do ensino em Angola apresenta. Propõe, assim, 3 possibilidades para inverter esta realidade. Como, primeiro, conscientização da classe política da necessidade das leis estarem de acordo com a realidade sociocultural e política do país. Segundo, coragem e vontade para mudar a realidade considerando o multiculturalismo que o país apresenta. E terceiro, estabelecer políticas de formação de professores por meio da interculturalidade na perspectiva da decolonialidade. Já na terceira fala, apresentada pelo professor Silvestre Filipe Gomes, sua indagação é ciência e pesquisa científica na ótica decolonial, com foco também numa reflexão crítica da postura hegemônica da ciência ocidental diante da diversidade de conhecimentos e saberes marginalizados por aquela modalidade de conhecimento.
A ciência ocidental, de acordo com o professor Filipe Gomes, se assume como a única fonte de conhecimento válido, esboçando um mapa geoepistemológico e gnosiológico cuja localização da verdade e do conhecimento válido é o norte ideológico capitaneado pela Europa Ocidental e a América do Norte. Em uma absoluta subjugação do Sul ideológico, cujos saberes e conhecimentos, que comprovadamente são importantes para a vida humana, são silenciadas ou silenciados porque não emanam da ciência hegemônica, canônica, eurocêntrica. E, por último, tivemos a intervenção do professor Ezequiel Pedro José Bernardo, em cuja fala centrou o tema quando o ensino da língua portuguesa é aliado da pobreza. O contexto rural em Angola parte do que entende como ser homogeneização linguística no contexto angolano, um fator que tem legitimado a desigualdade sob o discurso de que o português é a língua de ascensão social das oportunidades do emprego. Esta posição, em sua opinião, vem merecendo críticas, na medida em que vozes se atrelam o desenvolvimento socioeconômico à língua portuguesa num país de diversidade linguística. Este olhar que subjuga as línguas nacionais constitui uma ameaça ao processo de ensino e aprendizagem e o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais. Daí, problematizar em sua fala, na base de uma pesquisa cartográfica, o lugar do multilinguismo no processo de ensino-aprendizagem que dela ocorre e como este processo desfavorece o desenvolvimento socioeconômico das comunidades rurais. Estas 4 intervenções são marcos que apontam para perspectivas outras de estarmos em ciência da educação e na formação de professores no IC de Cabinda, de onde podemos depreender a necessidade de cada vez mais desaprendermos para aprender, de forma a melhor formar o homem e a mulher angolano e angolana em contexto cultural e identitário. A destaque, o simpósio que co-organizamos com a Unilab visa responder à necessidade de uma rede epistemológica capaz de trazer concepções teóricas e empíricas oriundos e operacionalizados por acadêmicos e intelectuais dos países do Sul, com ênfase na partilha e valorização da circulação de ideias, de conhecimentos e de autores resultantes da relação Sul-Sul. É preciso não ignorar a incapacidade do conhecimento ocidental em responder a muitas das questões mais urgentes do nosso tempo, tal que os desafios dessa mundialidade nos indicam a construção de conhecimentos outros. Temos de assumir nesses diálogos a interculturalidade crítica e o diálogo de saberes como pressupostos básicos na construção de conhecimentos para a transformação de toda a sociedade. Este simpósio nos impeliu a despirmos da pretensa e sempre presente ideia de uma Europa que quer redesenhar imaginários culturais e engendrar formas de aprendizagens do outro. Urge sairmos da violência simbólica estabelecida, camuflada e fruto de relações sociais de poder imposta pelo norte global. Desnaturalizar e emancipar-se dessa pretensa assumida e tida como a única, verdadeira e universal que nos presenteia em nossa cultura acadêmica com os genocídios e epistemicídios cometidos. Por isso, nos inserimos no debate para a legitimidade e visibilidade dos trabalhos universitários endógenos em África,
seja produzidos por investigadores africanos, seja nas universidades africanas, com realce aos quadros epistemológicos locais, para que tenham expressão e aceitação entre o meio universitário francês. São essas e outras demandas que esses intelectuais, professores do ensino superior público em Cabinda, Angola, terão trazido, cada um na sua peculiar fala, para se decolonizar o conhecimento. É preciso, antes de mais, como afirma Catherine Valls, reconhecer que ele possui cor, gênero, valor e lugar de origem, de modos e para que nossa pretensão ocorra, devemos recuperar, revalorizar e ampliar os conhecimentos ancestrais, criando novas formas de pensar o conhecimento que cruzem fronteiras. Queremos, para terminar, estarmos a dar a nossa contribuição e que, a partir dos 4 temas apresentados, favorecendo os processos de hibridização e apropriação de saberes endógenos africanos e da sua diasporidade alterada nas epistemes locais. Ultrapassamos, assim, as análises baseadas no status quo de uma herança da colonialidade dos saberes e do conhecimentos para uma rede horizontal e bidirecional, resultante da fecundidade das relações sul-sul, considerando-se formas outras de ser, de habitar o mundo, de fazer e estar na ciência e na academia, que transgridem os paradigmas hegemônicos pela tomada de consciência de um devir negro-africano e suas agências. Este é, em poucas palavras, aquilo que eu resumo da nossa mesa redonda a partir do IC de Cabinda. Então, acho que, professora Luana, para não roubarmos muito tempo e com mais argumentos, ficaríamos com estas deixas. Muito obrigada, professor Jacques Pacamaçanga. Muito obrigada. Bom, ce que je vais faire, eu vou tentar, então, resumir rapidamente, não é, a sua proposta aí de interpretação da sua jornada de estudo, certo? Donc, je vais essayer vraiment d'être rapide dans la traduction de son exposé. Donc, M. Pacamaçanga commence déjà par nous remercier le fait d'être membre de notre groupe, le fait également d'avoir pu, que sa journée d'études ait pu être hébergée à l'UNILAB, donc avec son équipe de 4, ils étaient 4 collaborateurs qui ont pu présenter les travaux le 5 septembre. Donc, sur cette thématique donc, de la perspective africaine, de la connaissance à travers le post et le décolonial, réfléchi en fait dans le cadre de l'enseignement en Angola. Et donc, il a fait une brève introduction sur l'importance des relations Sud-Sud, l'importance de l'homme africain dans ce contexte, un homme qui doit penser à son avenir, doit penser vraiment à d'autres façons, à d'autres épistémologies et qui l'inscrivent dans un mouvement de réécriture de l'histoire, de repenser, même il utilise le terme remuer l'histoire. Remuer en fait ces vérités qui étaient considérées les vérités eurocentriques, qui étaient toujours celles auxquelles ils ont été assimilés. Et donc comment remuer cette histoire et transmettre aux générations suivantes. Et c'est autour de cette thématique que son groupe a été réuni cet après-midi, du 5 septembre. Donc M. Carlo Gim, par sa thématique, le noir pense en ayant une logique ou pas, avec logique ou avec de l'émotion. C'est la question qui se pose. Donc, M. Carlo Gim pense en fait aux effets de la colonialité sur le mythe de Golem. Il se sert en fait de la réflexion de Senghor qui part du principe que
de l'adage en tout cas, hein, une phrase en fait connue qui s'appuie sur l'idée de que l'intelligence serait grecque, hein, et que l'émotion, donc provenant des Blancs, et que l'émotion serait appartiendrait aux Noirs. Hein. Et oui. Donc, il est déconstruit lors de sa prise de parole, il déconstruit en fait cette logique, hein, et il défend donc cette thèse de l'émotion, hein, de la rationalité, hein, de que la rationalité, elle est aussi propre au monde africain. Et ensuite, nous avons eu une deuxième prise de parole par Francisco Antônio Macon Chocolate, hein, sur les politiques publiques de formation d'enseignants en Angola. Il va s'appuyer sur un travail sur le terrain et sur des statistiques, hein, Monsieur Chocolate. Il va également être imbué d'une perspective décoloniale, hein, pour penser cette politique de formation. Il s'entoure également de documents juridiques, hein, des travaux sur ces politiques de formation d'enseignants en Angola. Et il vérifie que ces manuels, toute cette politique, elle a une orientation eurocentrique, hein, et qui est issue en fait de l'idéologie des gouvernants. Et il trouve que c'est vraiment dommage dans le cadre de la réflexion, car on ne tient pas compte de la réalité multiculturelle du pays. Donc il faudrait, comme issue, hein, que la classe enseignante prenne conscience, hein, de cette nécessité de revoir, hein, ces manuels. Il faut du courage pour lui, donc, comme deuxième issue, du courage, de la volonté pour changer cette réalité, hein, tout en tenant compte du multiculturalisme du pays, hein, et qu'il fallait établir en fait des politiques également de formation d'enseignants par le biais justement de l'interculturalité et dans une perspective décoloniale. La troisième prise de parole revient à M. Silvestre Felipe Gomes, dans sa proposition intitulée « Science et pesquise », donc science et recherche scientifique à travers l'optique décoloniale. Il met l'accent, il fait une réflexion autour également aussi de la posture hégémonique de la science occidentale, une science qui s'assume en tant que la seule source de connaissances, hein, valide. Il va retracer en fait cette espèce de carte géo-épistémologique qui vérifie que l'Angola appartient à un sud qui est soumis, hein, et qui est mis sous silence également, hein, par le biais de la science européenne canonique et hégémonique. Dans la quatrième et dernière prise de parole par M. Ezequiel Pedro José Bernardo, sous le thème « Lorsque l'enseignement de la langue portugaise est allié à la pauvreté, hein, en contexte rural ». Donc, il va justement réfléchir sur le contexte rural, comment les enseignants jouent le rôle d'enseignants justement dans des contextes ruraux, en sachant que justement, toute la politique de le gouvernement, elle s'appuie sur la valorisation de la langue portugaise, alors que nous nous retrouvons dans un contexte qui est plurilinguistique, encore plus on tient compte du paysage rural, n'est-ce pas? Donc, c'est une menace, je crois que c'est une menace vraiment pour ces enseignants qui jouent leur rôle, qui enseignent dans les milieux ruraux, hein. Et donc, il part du principe que le multilinguisme devrait être appuyé par les institutions, c'est-à-dire par le gouvernement, hein. Et donc, voilà, il conclut en fait le propos de cette table ronde qui était vraiment très riche, très intéressante, hein, et qui nous a donné à connaître davantage sur le contexte justement sur le terrain des enseignants, hein, en Angola. Il conclut en mettant l'accent sur le besoin de s'appuyer sur cette perspective décoloniale et sur l'interculturalité, une interculturalité une interculturalité quand même qui est davantage en rapport avec l'Afrique et
et les pays latino-américains. Et il trouve que cette réflexion autour des pays du Sud, elle est vraiment très féconde. Elle est très féconde et par le biais du décolonial, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment, un peu comme M. Clément Acaci, vraiment habile, c'est-à-dire il investit de cette théorie décoloniale, par le biais en fait du décolonial et des échanges et de ce réseau qu'on peut réfléchir aussi, et non seulement réfléchir, mais trouver des issues à un contexte qui finit par intégrer davantage sa population. Voilà, c'est en gros ce qui a été dit. Professor Pacamaçanga, agradeço imenso. Pour finir donc ce bilan, j'appelle à présent ma chère collègue Mylène Danglade à venir parler de la toute dernière journée d'études. Faut venir, Mylène. Qui a eu lieu donc à l'université de Guyane. Je vais partager à nouveau donc notre diapo. Est-ce que je peux passer? Oui. Mylène. Donc Mylène Danglade qui est donc maître de conférence en culture et langue régionale à l'université de Guyane et dirige actuellement le laboratoire MINEA. Acronyme qui veut dire Migration, Interculturalité et Éducation en Amazonie. Elle est l'auteure d'une thèse de doctorat intitulée Le degré zéro du tragique, le sentiment du vide dans le théâtre de Samuel Beckett et d'Eugène Ionesco, soutenue à l'université Bordeaux III, aujourd'hui Sorbonne Nouvelle. Rattachée à l'université de Guyane, elle a pu enrichir son champ de recherche, le confronter aux données sociétales propres à la Caraïbe et au plateau de Guyane. Elle y étudie notamment la littérature francophone et créolophone, le mal, la folie, la colonisation, ainsi que les questions patrimoniales et identitaires. Et donc, je te passe la parole, ma chère Mylène. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier infiniment donc Soraya Lani, ici présente, mais également donc l'université de Bordeaux-Montaigne, le laboratoire Amélie Ribert et bien sûr donc le groupe Les Afriques ainsi que donc le professeur donc Sylvain Montobari. Merci Sylvain, pardon, mille excuses. Pardon, Sylvain. Donc merci donc d'avoir pu intégrer ce groupe, ce projet de recherche qui répondait bien sûr à des attentes de part et d'autre, que ce soit bien sûr ici à Bordeaux, mais également au-delà des frontières, ne serait-ce qu'en Guyane. Alors, je vais rapidement poser le petit topo par rapport à notre université, de manière à ce que vous ayez rapidement une idée. Alors, cette université compte à peu près 4500 étudiants. Alors, nous dépendions jadis de l'université des Antilles. Donc, nous avions l'appellation Université des Antilles et de la Guyane. Donc, 2015, une scission s'est opérée et donc l'université de Guyane a pu avoir son autonomie, exister même, puisque nous étions jadis rattachés à l'appellation Institut d'enseignement supérieur guyanais. Donc en 2015, la création donc, de l'Université de Guyane, avec notamment donc, différents départements, donc notamment le département de lettres et sciences humaines, département auquel je suis rattachée, mais également le département de sciences juridiques et économiques, le département ST, donc sciences technologiques, l'IUT qui dépend de deux communes, donc à Cayenne et également à Kourou. Et ensuite, donc, le département notamment de formation professionnelle, ainsi que l'INSPE, donc le centre, bien évidemment l'Institut national supérieur, donc du professorat et de l'éducation, qui est sur deux pôles, notamment à Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni. Voilà. Alors donc, nous avons également au niveau de cette université, donc la DIRVED, la direction de l'internationalisation, mais également de la valorisation des études doctorales. À cela s'ajoute la DOSI, mais également PAVE, donc un gros pôle chargé de la vie étudiante également. Donc voilà, c'est lié aux coordonnées de la réussite,
tous les éléments, en tout cas, la base est posée pour la réussite, en tout cas, l'avancée de nos étudiants et de l'intégration des enseignants-chercheurs. Alors, par rapport, effectivement, on en vient à ce qui me concerne précisément, donc la journée d'études, la 4e journée d'études à l'université, donc qui a été intitulée ainsi « Le pouvoir et les métamorphoses de l'être », qui comptait notamment donc 3 grands pôles, notamment le premier intitulé « Les rotations donc dans et autour du monde ». Alors donc au niveau de cette session, nous avions notamment donc divers chercheurs qui sont intervenus, mais surtout il s'agissait en l'occurrence, je dirais, de créer un réseau notamment épistémologique axé donc sur les relations sud-sud, ça a été dit déjà, en privilégiant bien sûr donc la production intellectuelle et afro-diasporique, artistique également, contemporaine, de manière à produire à partir des années 2000, effectivement au Brésil, mais également dans les Caraïbes et en Guyane, voir tout ce qui se rapportait effectivement à ces divers éléments. Alors donc des communications ont été proposées en lien avec la réflexivité, mais également la circulation des savoirs et des recherches afro-diasporiques, ainsi que les rapports à l'autre, la poétique du masque, les espaces extérieurs et intérieurs, mais également donc passés ou actuels, de manière à voir les résonances qui pouvaient être mises en place. Et ça a été également l'occasion de circonscrire notamment donc des schèmes ou des schémas mentaux et corporels, le pouvoir et les métamorphoses, notamment de l'être, de l'espace, de la cosmogonie africaine et également afro-diasporique. Alors, puisqu'il s'agissait de se pencher sur les corps, eh bien, donc réflexion sur les corps entachés, touchés également par l'histoire, mais un passé colonial, de voir les processus de libération également qui étaient mis en œuvre, de manière à processus de libération progressive ou alors beaucoup plus violente, notamment à s'affranchir de toute forme d'aliénation, ou voire même comment justement, eh bien, on pouvait parvenir à s'émanciper de toute forme de colonisation possible. Alors, pour revenir donc à la première session, donc intitulée « Les rotations dans et autour du monde », donc Noël Bertrand Muzenga a pu intervenir, notamment de l'université d'Omar Bongo au Gabon, notamment sur la thématique d'ici et d'ailleurs, donc dissolution, mutation de soi dans la littérature afro-diasporique. Donc, suivi notamment de l'intervention de Soraya Lani, notamment, ici à mes côtés, son intervention intitulée « La métamorphose donc, des eaux », le passage des eaux dans les écritures diasporiques, notamment de Conceição Evaristo. Luana Antunes ensuite a proposé donc une réflexion donc notamment intitulée « De quoi parlent les bouches des négresses ?» traduction, interaction donc et autres manières donc de penser, agir, sentir le monde. On s'en est suivi en l'occurrence d'un deuxième panel intitulé donc l'humain et ses rapports à autrui, notamment avec l'intervention notamment d'une chercheuse de l'Université des Antilles, notamment le pôle de Martinique, Alexandra Roche, qui est maître de conférence en littérature comparée, notamment littérature anglophone. Et d'ailleurs, c'est la directrice du département des études anglophones là-bas, aux Antilles. Elle nous a proposé une réflexion sur la thématique suivante, partir à la rencontre de l'autre et de soi, dans l'ouvrage « Les mornes descendants de Zaguier ». Voilà. Ensuite, je suis intervenue notamment donc sur une réflexion intitulée « Des corps déracinés, réenracinés dans les interstices et les failles continentales », notamment en prenant appui sur le vent de l'Atlantique de Fatou Dione. Ensuite, donc, la doctorante Julia Rivero de l'université justement de Bordeaux-Montaigne nous a proposé une intervention intitulée « Dialogue transatlantique » entre justement Maria de Jesus, le dépotoir, et Françoise donc Ega, notamment l'être donc à une noire. Nous avons enchaîné ensuite avec donc le troisième volet intitulé Identité et appartenance multiple de l'espace afro-diasporique. Ça a été l'occasion donc
à divers chercheurs d'intervenir, notamment Nathalie Costa de l'UNIFAP, l'Université donc, fédérale de l'Amapa, avec une réflexion intitulée donc, Littérature, décolonialité et dialectique donc, radicale afro-brésilienne. Et ensuite, donc, le doctorant Wessner Obolo, que vous avez pu entendre hier, de l'Université Bordeaux-Montaigne, a pu, lui, nous proposer une réflexion intitulée « La fonction sociale de l'utopie », donc musique, et les expériences culturo-musicales noires. Ensuite, nous avons donné donc la parole à des chercheurs de l'Université de Guyane, notamment un doctorant Apigoudou, originaire du Bénin, et qui étudie donc en Guyane notamment les masques, les survivances africaines, notamment au niveau de notre territoire. Et donc son intervention est intitulée donc, « Les pratiques identitaires post-esclavagistes sur le plateau des Guyanes ». Alors, il est intervenu, il a fait donc cette translation entre effectivement l'Afrique et donc le plateau des Guyanes. Ensuite, Mireille Badami, qui était connectée tout à l'heure et qui nous a salué, donc docteur effectivement en culture et langue régionale. Elle est à Paris, là. Exactement. Donc, nous a proposé donc une réflexion intitulée « La population afro-autochtone » et leur mouvement, donc les métamorphoses également au niveau du territoire. Donc, ça a été l'occasion, bien sûr, donc, de réfléchir à plusieurs aspects, et notamment, donc, comment se pencher sur le vécu des populations autochtones, notamment vers des espaces familiaux, voire même scolaires, et comment penser également la coexistence des peuples amérindiens et bushinengue. Donc, les peuples bushinengue, ce sont les peuples issus donc, du marronnage, de la période donc, esclavagiste. Donc, voilà, la notion de métissage également a pu être énoncée, de manière à voir effectivement quel lien établir entre l'individu donc issu de cette période post-coloniale, mais comment il pouvait ou pas s'affranchir et dans quelle mesure, donc les répercussions donc sur le corps à de multiples égards, donc corps aliéné, corps encore marqué par l'esclavage, corps libéré, ou alors comment on pouvait entre plusieurs territoires, plusieurs communautés, établir des jonctions, ou alors être perdu, ou se perdre, ou alors trouver son chemin par de multiples chemins de traverse également. Donc voilà, ce fut ces occasions de réfléchir sur l'aspect du corps et les métamorphoses effectivement physiques, ou voire même des métamorphoses mentales. Voilà. Merci. J'ai tâché d'être brève. Merci, ma chère Hélène.